Bonjour à tous, donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, épuisés. Il faut que je monte. Si je tombe, tant pis, hein. J'avais dit que je ne voulais pas la marche. Donc moi je vais vous parler de décision collective que Mathilde m'a gentiment préparée sur un concept, enfin je suis un peu provocatrice en disant il n'y a pas de leader sans suiveur, mais je vous promets, j'apporte des preuves. Donc, pourquoi est-ce que je parle de leadership? Finalement, on a un gros défi quand on vit en groupe, c'est quand même de rester en groupe et donc de se coordonner. Et il y a plein d'événements dans la vie d'un groupe qui peuvent vraiment mettre à mal cette coordination, cette cohésion. C'est, vous avez des conflits à l'intérieur du groupe, des conflits entre groupes. Vous allez devoir vous déplacer. Donc là, la cohésion peut être mise à mal. Et donc voilà, ça répond vraiment à des problèmes de cohésion. Et ce qu'on peut repérer dans la littérature, c'est que la survie individuelle, elle pourrait être améliorée par un leadership efficace. Donc on s'attend à ce que des espèces sociales, finalement, mettent en place un processus de leadership pour maintenir la cohésion. Alors, quand on vit en groupe, on a des besoins qui sont, on a besoin d'aller boire, d'aller s'alimenter, de dormir. On doit prendre une décision quant à l'endroit où on veut se rendre et au moment où on veut y aller, dépendant de sa motivation. Et on vit avec d'autres qui, eux aussi, se posent les mêmes questions. Et le souci, c'est qu'on n'a pas forcément tous envie de la même chose au même moment. Vous avez la même chose quand vous voulez aller au resto avec des amis. Mathésard a présenté ça à la journée des doctorants et c'est très compliqué de se mettre d'accord sur le choix d'un restaurant et d'y arriver tous ensemble. D'autant quand vous vivez en groupe social, généralement tous les individus ne sont pas les mêmes, donc ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas forcément le même sexe, ils n'ont pas les mêmes besoins énergétiques. Donc cette hétérogénéité du groupe, elle va augmenter ces problèmes de motivation individuelle. Donc vous allez avoir des individus qui vont avoir envie d'aller manger, d'autres boire, d'autres dormir. Donc il y a des conflits d'intérêts. Si vous avez des conflits d'intérêts et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, finalement vous perdez tous les avantages de la vie en groupe. Mathilde vous a dit, c'est se protéger au mieux des prédateurs, une meilleure efficacité alimentaire et les choix des partenaires sexuels qui sont facilités. Donc vous avez une nécessité absolue de vous synchroniser. Donc, pour se synchroniser, il faut faire des compromis entre vos propres besoins et la nécessité de conserver la cohésion du groupe. Donc, pour bénéficier des avantages, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre une décision qu'on appelle collective et vous atteignez donc un consensus et donc vous faites le ratio entre vos propres besoins et la cohésion nécessaire. Et donc, le cas des déplacements collectifs qui sont définis comme se déplacer de façon synchrone dans la même direction, c'est un excellent exemple dans le monde animal, quasiment le seul, à part les constructions collectives, pour comprendre et étudier les phénomènes de consensus et de prise de décision. Schématiquement, un mouvement collectif, ce n'est pas juste le départ d'individus ou juste la progression, c'est a priori il se passe des choses avant le départ. On l'a montré chez le cheval de Przewalski. À un moment, vous avez un individu qui va décider de partir, et puis, qui est donc l'initiation, et après, vous allez avoir le processus d'adhésion, c'est-à-dire les différents individus qui vont se mettre à suivre cet initiateur. Alors, dans la période pré-départ, les décisions collectives, les mouvements collectifs, c'est quelque chose que j'étudie moi depuis de nombreuses années, c'est de nombreuses espèces, et puis il y a pas mal d'équipes qui s'y sont mises aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'avant le départ, vous pouvez avoir une augmentation des vocalisations, qui ressemble à une préparation au départ, une synchronisation. Vous allez avoir d'un seul coup les individus, ceux qui étaient couchés, ceux qui broutaient, etc. D'un coup, tout le monde se met à être dans un état d'éveil. Et puis, dans certaines espèces, vous avez des comportements beaucoup plus sophistiqués. Carrément, on assiste à du vote. Nous, on l'a montré chez les macaques, avant le départ, pour décider et du moment et de la décision et de la direction du déplacement. Après, vous avez l'initiation. Donc là, vous avez un individu qui va partir et vous avez deux cas de figure selon les espèces. Soit c'est toujours le même individu qui part, on appelle ça un leadership individuel. À partir de ce moment-là, tout le monde est obligé de se calquer un petit peu sur les motivations et les besoins de cet individu. Et vous pouvez avoir un leadership qu'on dit distribué, c'est-à-dire que mouvement après mouvement, jour après jour, ce n'est pas forcément le même individu qui initie le déplacement. Et là, on parle de décision partagée. Cette propension à initier, elle n'est pas équivalente entre tous les individus.
Dans certaines espèces, c'est les individus les plus âgés qui vont initier le plus souvent. Des fois, c'est le mâle, des fois, c'est la femelle, enfin les mâles ou les femelles. On trouve très souvent des cas où on dit que c'est le dominant qui va initier la majorité des déplacements collectifs. Ça, c'est ce qu'on entend chez le gorille. On a pu montrer chez les zèbres que les individus, les femelles qui étaient allaitantes, elles avaient des besoins hydriques supérieurs et que donc elles avaient tendance à initier le déplacement, ou tout du moins à être en tête du déplacement. Clairement, les besoins énergétiques, quand vous modélisez, vous trouvez toujours que les individus les plus lourds vont être ceux qui initient. Mais pourquoi? Parce que finalement, ils ont faim plus vite et plus souvent que les autres, donc forcément, ils vont avoir tendance à initier le déplacement. Et enfin, on a pu montrer que initier un déplacement, c'est s'éloigner du groupe, et que ça pouvait être lié au tempérament, c'est-à-dire que si on était audacieux, on avait plus de facilité à initier les déplacements. Alors après, il y a le processus d'adhésion. Alors là, je vais passer rapidement sur ces choses un petit peu compliquées. Donc soit c'est un individu qui suit, c'est un coup de feu, tout le monde suit, soit finalement, et ça on trouve beaucoup chez les insectes, en fin de compte, il y en a un qui part, et puis son plus proche voisin va partir, et puis l'autre, etc. Plus il y en a un d'individu important qui est parti, plus vous allez adhérer, mais c'est votre plus proche voisin, c'est vraiment duo spatial. Et puis vous avez ce qu'on appelle du mimétisme sélectif, qui est finalement, vous allez adhérer, mais pas qu'en fonction de votre plus proche voisin, c'est en fonction des individus que vous préférez socialement. C'est-à-dire vous partez, en gros, avec vos amis. Alors, si vous partez et que vous n'êtes pas suivi, vous n'êtes pas leader. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de leader sans suiveur. C'est quelque chose qu'a dit Lamprey il y a très longtemps. Mais il faut savoir que toute la partie des suiveurs, c'est quelque chose qui a été très négligé pendant longtemps. Alors, chez les humains, on parle de suivisme. Voilà, c'est quelque chose qui est très étudié chez les humains. Pourquoi? Parce que vous avez des leaders d'opinion. Vous avez intérêt, quand vous voulez émettre une idée ou faire que quelque chose fonctionne, qu'on vous suive. Donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les hommes politiques, le marketing, etc. Bon, chez les animaux, c'était toute une partie qu'on n'étudiait pas. Il faut dire que c'est un peu compliqué. Vous devez observer le groupe dans son entier, suivre le comportement de chacun. Bref, ce n'était pas très simple à faire. Mais nous, on aime bien faire des trucs un peu compliqués dans l'équipe et qui prennent du temps. Donc voilà. Donc on l'a fait. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un intérêt à être leader? Vous prenez des risques, vous vous éloignez, vous pouvez ne pas être suivi. C'est comme je vous disais, quand ceux qui ont des besoins énergétiques importants, ça veut dire que vous allez décider du moment de partir. J'ai faim, je pars. Tant mieux si je suis suivi. Et surtout, c'est j'ai faim, je vais manger un truc, ou j'ai soif, je vais au point d'eau. Donc du coup, vous avez intérêt, si vous avez envie de satisfaire vos besoins, d'être celui qui décide de quand on part et où on part. Donc, et puis en plus, vous risquez d'arriver avant, et donc du coup d'être le premier. Donc c'est quand même très intéressant d'être leader, même si jamais il y a quelques désavantages. C'est pour ça aussi qu'on s'est beaucoup concentré sur la fonction que pourrait avoir le fait d'être leader. Alors, être leader, c'est être suivi, donc c'est avoir du succès. Alors ce succès, on peut le mesurer avec plusieurs choses, soit le nombre de participants, quand tout le groupe ne suit pas, soit vous êtes suivi très rapidement, par le premier ou par tout le monde. Voilà. Selon l'espèce, on n'a pas forcément les mêmes critères de succès parce que toutes les espèces ne réagissent pas de la même façon. En revanche, ce qu'on a pu montrer, c'est que chez certaines espèces, quand vous partez du milieu du groupe, ça marche très très bien. Généralement, quand vous êtes au milieu du groupe, tout le monde vous voit partir. Donc voilà. Mais dans d'autres espèces, il faut déjà être à l'avant du groupe. Chez certaines espèces de primates, c'est comme ça. Après, plus vous avez de monde autour de vous, plus généralement, ça marche mieux. Après, si le groupe est très groupé avant le départ, quand vous déclenchez un déplacement collectif, vous êtes bien suivi. Si tout le monde est en train de faire un truc, etc., ça marche moyen. Alors c'est certainement aussi lié au problème de perception, c'est que si jamais tout le monde est dispersé, tout le monde ne vous voit pas forcément partir. Après, quand vous avez un certain statut social, par exemple, vous êtes le dominant et dans une espèce où la dominance a beaucoup d'importance, finalement, vous êtes un peu le centre de l'attention et donc, du coup, quand vous partez, ça marche mieux que quand vous ne partez pas. D'ailleurs, on a vu que dans des espèces où être dominant confère de nombreux avantages, parce que c'est une dominance très, très hiérarchisée, finalement, si jamais vous êtes dominé et que vous partez, il faut que vous vocalisiez. Sinon, personne ne vous regarde. Donc, on peut compenser aussi ça. Après, quand vous avez beaucoup de bonnes relations sociales et beaucoup de partenaires, si jamais vous démarrez un déplacement, généralement, vous êtes bien suivi. Enfin, il y a aussi, et ça, vous allez voir avec le cas de l'étalon, partir, oui, mais il faut partir un peu quand tout le monde, il faut sentir un peu l'état des autres. Si tout le monde est en train de dormir,
vous allez certainement être très très seul. Et généralement d'ailleurs, vous allez revenir, parce que ça ne marche pas. Parce que les animaux n'aiment pas trop partir seuls, hein, c'est quand même un peu dangereux. Et donc du coup, un initiateur, généralement, il est motivé, et puis il va essayer de motiver les autres, et donc plus il fait des comportements de recrutement, alors je ne dis pas que c'est du recrutement, en tout cas qu'il a l'intention de recruter, en tout cas ça marche, c'est-à-dire que lui, il exprime sa motivation, et l'effet que ça a, c'est que ça marche sur ses congénères. Donc, être leader, c'est avoir un succès, et donc, ça dépend de plein de critères. Alors, l'état de l'art chez les ongulés, parce que j'ai inclus les zèbres là, le plus classique, hein, c'est l'étalon. Alors après, on distingue le être leader par l'avant ou être leader par l'arrière. Et donc récemment, Kruger a dit que c'était plutôt par l'arrière, mais il n'y a pas beaucoup de cas dans son papier. Et puis alors, vous avez d'autres papiers où c'est les femelles qui sont leaders. Et puis vous avez d'autres papiers, le résumé dit c'est la femelle âgée dominante. Quand vous regardez le papier à l'intérieur, hein, le même papier, en fait, vous voyez que tout le monde initie. Okay. Donc nous, on est allé recreuser la littérature et tout ce qu'on a vu, c'est que vraiment, ça partait à peu près dans tous les sens. Et que l'idée de la vieille femelle âgée dominante ou de l'étalon, finalement, ce n'était pas forcément avéré. Donc, nous, on est allé vérifier ça sur plusieurs groupes. Alors, on a actuellement, l'ensemble de ces groupes-là, je fais une petite parenthèse, j'ai un groupe de 7 mâles, mais j'ai un hongre dedans, donc je veux bien aller étudier un groupe d'étalons. Donc, je pense à nos amis suisses. Voilà, ça, c'est un peu petit, j'ai pas eu le temps de vous voir. Donc, en fait, on a différentes formes. On a des groupes de femelles de taille variable, et puis des groupes familiaux. Et puis, on a un peu joué avec un groupe familial, on a enlevé le mâle, et puis après, on l'a remis. Alors, pour observer un déplacement collectif, alors c'est beaucoup de temps passé sur le terrain, minimum 6 heures par jour, 2 observateurs, on filme tout en continu et on fait pas mal de relevés à côté. Donc, vous avez un initiateur qui s'éloigne du groupe de plus de 20 mètres en moins de 20 secondes. Là, vous notez le moment où il part et son identité, et ses comportements éventuellement. Et après, vous allez noter la latence d'adhésion de chacun des suiveurs. Donc le premier suiveur, alors bien évidemment avec chaque identité, et puis toutes les latences successives, et après vous allez noter qui suit qui. Donc pour voir un petit peu les liens qu'il y a dans le suivi. Alors, parallèlement à ça, mais je ne vous ai pas présenté tous les résultats, on évaluait plein d'autres caractéristiques individuelles. Donc, Mathilde vous en a déjà parlé, donc statut reproducteur, âge, tempérament. Bien évidemment, on établit le réseau social de chacun de nos groupes, également les relations de hiérarchie, et quand c'est le cas, on a aussi les informations sur la parenté. Alors, dans ces groupes de chevaux, puisque c'est un peu ma question aussi, c'est quel est l'initiateur? Ici, vous avez des groupes de femelles, 36 femelles en haut, et puis vous avez, elles étaient 9 en bas à Bonvillers. Et ce qu'on peut voir dans les cercles rouges, c'est, alors d'abord vous voyez que tout le monde peut initier, ou en tout cas, il y a un grand nombre d'individus qui peuvent initier dans un groupe social, mais que c'est différent selon les individus. On a testé, ce n'est pas corrélé avec l'âge, et en fin de compte, on voit qu'il y a 2 initiateurs préférentiels dans le groupe du haut et une initiatrice préférentielle dans le groupe du bas. Dans le groupe du bas, il faut savoir qu'il y a eu une seule fois où un individu est parti et n'a pas été suivi, et c'est notre très bonne initiatrice qui l'a fait. Alors, si vous regardez les groupes familiaux, eh bien, vous avez aussi tous les individus, enfin beaucoup d'individus dans le groupe peuvent initier un déplacement collectif, et certains initiateurs sont préférentiels. Vous voyez dans le groupe, donc il n'y a pas que le mâle qui initie dans un groupe familial. Vous voyez que dans le groupe familial d'en haut, il n'y a pas de problème, enfin en tout cas par rapport à ce qui est dit dans la littérature, on a le mâle qui initie le plus souvent, même s'il n'est pas le seul. Et dans le groupe du bas, vous voyez que notre initiateur, en fait il en a fait le déplacement, une seule initiation. Et quand vous regardez où il est, lui, dans les déplacements collectifs, dans ce groupe, cet étalon, en fait il est toujours dernier. Donc, il fait voiture-balai. Donc, on a 2 groupes familiaux, et là, on a carrément 2 patterns radicalement différents. Donc, vous me direz, il faut aller en voir un autre. Oui, on sait qu'il va falloir y aller. Alors, j'ai juste mis en rappel les résultats sur les chevaux de Przewalski, d'autant qu'avec Martine et Marie, on a un article qui a été accepté hier, justement, sur les initiations chez les Przewalski et la notion de leadership. Et donc, vous voyez que là, on est aussi dans des groupes familiaux. Là, c'est pas le mâle qui initie préférentiellement. On a aussi un leadership distribué sur la majorité du groupe, mais c'est des femelles qui initient préférentiellement dans le groupe du haut, et dans le groupe du bas, quand vous le testez statistiquement, il n'y a pas d'initiateur préférentiel.
Alors, ce qu'on s'est dit, c'est, tiens, quel est l'individu qui initie le plus si jamais on a des femelles? Est-ce que c'est la femelle la plus dominante, la plus âgée? Alors, le seul lien, vraiment, qu'on trouve, et qui est constant, quel que soit le groupe qu'on a, c'est le tempérament. Et c'est ce qu'on appelle l'audace, qui n'est pas forcément constitué des mêmes traits tempéramentaux selon les groupes. Juste sur le tempérament. Donc, en fait, vous voyez que c'est un peu dans le même esprit, puisque c'est les juments qui initient le plus dans le groupe de 36. Elles sont moins anxieuses, plus exploratrices et moins grégaires. Tout ça a été relié dans une dimension donc, qui est l'audace. Et la femelle qui initie le plus dans le groupe d'en bas, mais attention, c'est quand même fait sur l'ensemble des individus, c'est elle est moins anxieuse et moins grégaire. Mais je tiens à signaler quand même que, vu la disproportion des initiations dans ce groupe, ce résultat-là, je le prends plutôt avec des pincettes et j'attends la suite des déplacements, tout n'est pas dépouillé. Ici, quand vous êtes sur les groupes familiaux, dans le groupe où le mâle initie beaucoup, vous n'avez aucune influence ni de l'âge, ni du sexe, ni du rang hiérarchique, ni de la centralité, mais on n'a pas testé le tempérament dans ce groupe. Et dans le second groupe familial, là où le mâle n'a initié qu'une fois, moins un individu est grégaire, plus il initie. Donc on est pareil dans une indépendance sociale qui est une des composantes des indices des groupes précédents. Alors, je vous ai dit, pour être leader, il faut avoir du succès. Et donc on a essayé de comprendre, en tout cas on a évalué le succès des individus, c'est-à-dire combien ils étaient suivis. Alors, chez les chevaux, quasiment tout le monde est toujours suivi par tout le monde. Donc du coup, le seul paramètre qui nous permet de discriminer le succès de nos individus, c'est la latence d'adhésion, soit du premier suiveur, soit du groupe dans son entier. Et quand on prend ces variables-là, ces paramètres-là, et qu'on essaye de voir si jamais l'âge, le sexe, le rang hiérarchique, la centralité, ou les différents traits tempéramentaux, ou les index composites, pourraient expliquer le succès de l'initiateur, quel que soit le type de structure sociale, donc un groupe familial ou un groupe unisexe, ou la taille du groupe, on n'a jamais de lien. On ne peut pas expliquer le succès d'un initiateur en fonction des différentes caractéristiques intrinsèques de l'individu. Alors, du coup, on s'est dit, comme on avait déjà des résultats un petit peu dans d'autres groupes comme ça, on s'est dit, tiens, peut-être que finalement, l'initiateur, c'est qu'un des rouages du phénomène décisionnel et qu'il se passe quelque chose en amont qui fait que le groupe est déjà prêt à partir, que donc c'est tout le monde qui fait la réussite du déplacement, et que ce n'est pas forcément l'individu qui part. Donc, on a été regardé. Ici, vous avez l'état de dispersion dans le groupe familial, le deuxième groupe familial, et vous avez la latence d'adhésion, c'est-à-dire la rapidité du phénomène. Donc, plus c'est petit, plus c'est efficace, et donc plus le phénomène s'emballe bien. Donc, en fin de compte, ce qu'on voit, c'est que vous avez les individus groupes au départ, avant le déplacement, qui sont groupés, ou en sous-groupe ou dispersés. Le critère, c'est où tout le monde est selon la taille du groupe, dans les 5 mètres, en tout cas à moins de 5 mètres les uns des autres. Ils sont à 5 mètres, les sous-groupes sont à 5 mètres les uns des autres, ou tout le monde est à plus de 5 mètres les uns des autres. J'espère que je vais y arriver. Et plus on est groupé, plus ça fonctionne bien. Donc on retrouve un petit peu des résultats qu'on a chez les primates. Et ce qu'on a pu remarquer, quand on étudie les vidéos dans l'heure qui précède le déplacement, c'est que finalement, les individus s'organisent. Et plus on approche de l'heure de l'initiation, plus les individus finalement se regroupent tous ensemble. Et donc on part d'individus qui dispersent et qui ont une activité un peu différente à une espèce de synchronisation qui est préalable au départ. Alors après, on voulait savoir qui suivait qui et comment ça marchait. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que la probabilité de rejoindre un mouvement, elle est constante par unité de temps. Et plus vous avez un nombre d'individus important qui adhèrent au déplacement, plus votre probabilité d'adhérer augmente. C'est ce qu'on appelle du mimétisme. Et donc, ça, c'est un phénomène en fait, d'emballement. Plus il y en a, vous avez ça dans les phénomènes de foule, plus vous avez des individus qui sont partis, plus vous avez une chance que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème. On a un processus qu'on pourrait qualifier à la fin, finalement, d'automatique, mais on a été vérifié si jamais c'était juste « je suis mon plus proche voisin » ou si on prenait en compte ses préférences sociales. Et ce qu'on peut voir, ici, vous avez un réseau social un petit peu plus compliqué que ceux de Mathilde, parce que là, elles sont 36. Et donc, vous avez les cercles de couleurs qui sont finalement, en dehors des déplacements, les préférences sociales. Et encadrés en orange, vous avez qui se déplace avec qui. Et en fait, on a une corrélation, je ne sais plus de combien elle est, je suis désolée,
assez bonne entre les sous-groupes hors déplacement et les sous-groupes de déplacement. Donc finalement, on choisit d'adhérer en fonction de ses préférences sociales. Alors, je vais revenir au cas de l'étalon. On s'est dit, bon ben voilà, on va aller voir vraiment quelle est l'influence de l'étalon au sein de son groupe social. Et donc, on a testé son rôle. Donc en fait, on avait notre groupe qu'on a étudié dans sa forme familiale, puis on a sorti l'étalon. Et puis après, on l'a remis. Et donc, on a comparé tous les phénomènes qu'on étudie dans les deux conditions. Puis après, on lui a en plus rajouté des femelles, etc. Mais bon, là, je n'ai pas encore les résultats. Donc, quand vous avez dans les déplacements collectifs l'étalon qui est là, il initie beaucoup. Et vous avez deux autres femelles qui initient. Et quand il n'est plus là, ben finalement, vous avez une femelle qui continue à initier beaucoup. Puis il y en a une autre qui prend la place de l'étalon. Donc ça, c'est la première chose qu'on a pu observer. Après, on a regardé à quel point le groupe était cohésif pendant le déplacement, c'est-à-dire le nombre de suiveurs. Et là, quand vous avez la condition avec étalon à gauche et sans étalon, ben finalement, ça ne suit pas très bien quand il y a l'étalon dans le groupe, ça suit beaucoup mieux quand il n'y a pas l'étalon dans le groupe. Et si vous comparez quand l'étalon est là, quand c'est lui qui initie sur le deuxième graphique à gauche et quand c'est les femelles, ben lui, voilà, il n'est pas super suivi, quoi. Donc voilà, moins en tout cas que les femelles. Donc voilà. Et après, quand on a regardé qui suivait qui dans les déplacements collectifs, ben, quand l'étalon est là, ben, en fin de compte, il n'y a pas du tout d'organisation du suivi en fonction des affinités, alors qu'on l'a trouvé dans tous les autres groupes. Et si vous enlevez les étalons, eh ben, les femelles s'organisent et elles suivent en fonction de leurs préférences sociales. Donc, voilà. Donc, en fait, en l'absence de l'étalon, le nombre de suiveurs, ça marche mieux. Les juments s'organisent. Donc, en fait, pour moi, l'étalon, c'est juste un perturbateur. Et en fait, quand vous le voyez, alors attention, on a un seul groupe familial qui a été, où on a fait cette manip. En fin de compte, ce qui se passait, ce qu'on voyait sur le terrain, ben, c'est en fait l'étalon, tout le monde venait juste d'arriver, et puis eh ben, on va partir. Et repartait. Eh bien oui, mais personne n'est prêt. Donc personne n'a envie de partir. Et donc du coup, il partait, il revenait, et il est poussé, il est forcé à traverser, etc. Et tout. Puis des fois, il avait beau insister, ça ne marchait pas. Et donc en fait, il n'a absolument pas d'évaluation de la prédisposition du groupe et de mesurer depuis combien de temps les individus sont arrivés, etc. Et donc du coup, c'est complètement déstructuré. Donc comme il les pousse, ben forcément, elles ne sont pas associées, ce n'est pas leur préférence sociale. Elles n'ont pas eu le temps de s'organiser que déjà, ils déboulent, etc. Bon, voilà. Donc c'est un peu... voilà. Donc pour conclure, enfin pour résumer, donc, chez les chevaux, le leadership, il est distribué entre les différents membres du groupe avec quelques initiateurs préférentiels, mais tout le monde peut initier un déplacement collectif. A priori, le seul lien qu'on trouve, quel que soit le groupe, c'est le tempérament. Il faut être indépendant socialement, il faut quand même être audacieux pour s'éloigner du groupe. Je vous rappelle, le cheval est un animal grégaire, il n'aime pas trop partir tout seul. Il faut avoir un peu de courage pour partir tout seul. Donc, il n'y a pas de rôle prédéfini, ni pour la femelle la plus âgée, dominante ou le mâle. C'est intéressant de savoir que finalement, tout le monde a le même succès. Alors, on a aussi testé le problème de la perception. On s'est dit, tiens, peut-être que si jamais on n'est pas suivi, c'est parce que les autres membres du groupe n'ont pas vu le départ. Pas du tout, hein. Tout le monde voit l'initiateur partir dès la première seconde. Mais il déconnecte la décision de la perception. Donc ça, il faut qu'on travaille encore un petit peu là-dessus. Et donc, le groupe se prépare bien avant le départ. Donc, c'est ça, certainement, qui fait la synchronisation. Il faut savoir qu'on a étudié le comportement de l'initiateur dans la période qui précède le départ et qu'il est quand même le plus motivé, hein, qui va se lever, il va bouger, etc. Et tout. Et puis, quand il va commencer à partir, il va émettre beaucoup de comportements de recrutement, etc. parce qu'il n'a pas envie d'y aller tout seul. Ça, on a ça chez les primates. Et si jamais il n'est pas suivi, il revient. Donc, le suivi, c'est vraiment dépendant des préférences sociales. Et là, on a des derniers résultats qui nous montrent que les préférences sociales qu'on peut observer dans un groupe, généralement, elles sont plus ou moins liées au tempérament. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir creuser chez d'autres groupes. Donc, à ma question, est-il nécessaire d'avoir un leader dans un groupe? Ben non, en tout cas pas chez le cheval. Par contre, il faut un initiateur, il faut bien quelqu'un qui donne le top départ. Et puis après ça, mais en fait, c'est les relations sociales qui vont tout faire et qui vont organiser le suivi et surtout assurer finalement le succès du déplacement. Et je vous remercie.